TF1 ITV au bord de la piscine, c'est les vacances, hein, Ziv, et donc on continue, on poursuit ce bilan à mi-saison du championnat 2012 avec les équipes du milieu de peloton qui sont particulièrement en verve cette année-ci parce qu'on constate que le resserrement des performances facilitées par les pneus Pirelli eh bien, donne des ailes à quelques-unes de ces écuries. Oui, il y en a deux en particulier, Pierre, qui on n'attendait pas en si bonne position parce qu'on s'est dit en fin de saison dernière, ils vont couler. Par exemple, je pense à Williams, Sauber, pas vraiment de budget. Et finalement, ces deux-là, magnifiques. Hein, ils font Je lève mon verre à Maldonado pour cette victoire à Barcelone quand même, hein, parce que c'était la surprise du chef. Et c'est une course où vraiment, Pastor, il a fait le boulot en qualif et en course. On croyait qu'il allait craquer sous la pression d'Alonso, pas du tout. Bravo Pastor. Chapeau. Et alors, il a mené ça comme un vieux routier, hein, c'était incroyable. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'il craque, comme tu dis. Alonso le passe, mais rien du tout, il a tenu bon. Et qui l'eût cru en début de saison que Maldonado ait une première victoire cette année? Alors il me bluffe, moi, Pastor, par sa vitesse pure. Parce que bon, c'est un pilote qui a un talent naturel, hein, c'est vraiment un don inné, c'est un acrobate. Il avait du mal jusqu'à présent, en tout cas en GP2, ça a pris du temps. Il fallait qu'il mûrisse un peu Pastor. Là, il y est arrivé. Et là, il est très vite en qualif. Il est presque toujours en Q3. Bon, en course, c'est parfois un peu plus laborieux. Mais bon, la Williams n'est pas non plus toujours à la hauteur. Mais apparemment, la Williams est bonne, est bien née. Et lui, il me fait un peu penser à Nigel Mansell à l'époque, qui a eu du mal à s'imposer, qui était un peu n'importe quoi au début. Et qui finalement, quand il a accroché sa première victoire, a aligné les victoires. Et Maldonado, il a du potentiel parce qu'il est rapide. Maintenant, il doit se calmer de temps en temps. Il faut un peu peaufiner le travail. Mais c'est vrai qu'il exploite bien la Williams au contraire de Bruno Senna. C'est-à-dire que son style d'acrobate, justement, fait qu'il parvient à mettre les pneus en température, il parvient à trouver cette fameuse fenêtre chez Pirelli. Bruno, il a beaucoup de mal, notamment en qualif. Hein. En course, il est plus ou moins là. En qualif, il a vraiment beaucoup de mal et ça plombe sa saison. C'est dommage, mais à chaque fois qu'on l'enterre, Bruno, il nous sort une bonne performance. Et il a le potentiel, on a vu l'année passée à Francorchamps, à Monza, cette année plusieurs fois, chaque fois qu'il était sur la sellette et qu'on disait le pilote de réserve, Valtteri Bottas va prendre sa place, à chaque coup, il nous fait une belle performance. Ça veut dire que le talent est là, maintenant il doit apprendre à exploiter ses pneus. Il y a longtemps qu'il n'a pas fait une bonne performance et je crois que Bruno il a commencé à avoir chaud parce qu'il a fait un très bon début de saison, il a fait une course formidable en Malaisie, il a bien roulé en Chine. Là, depuis le début de la saison européenne, franchement, il n'est pas candidat au point, il est vraiment coincé dans ce ventre mou du peloton, au contraire de Maldonado qui parvient à s'en sortir. Donc on va suivre ça de près. Dans cette deuxième moitié de championnat, il reste 10 Grands Prix, il peut se refaire. Hein. Bruno, on verra. Mais Bruno a un problème, c'est que Toto Wolff, le copropriétaire de Williams, manage sa carrière, a investi de l'argent en lui. En Finlande, il y a des compagnies qui commencent à s'intéresser à Valtteri Bottas. Au Brésil aussi. Et donc, il faudra vraiment être très fort pour que le deuxième baquet Williams n'atterrisse pas chez Bottas. C'est vrai que Bottas systématiquement roule vendredi matin dans la voiture de Bruno. Et ça a l'air de rien, mais pour préparer les qualifs, vu les problèmes de météo qu'il y a eu, le fait d'avoir moins de temps de piste, c'est pas une excuse, mais c'est pas, voilà, ça n'aide pas Bruno. Venons-en au Sauber, parce que là aussi, on n'attendait pas Sauber aussi bien placé. Sauber a failli gagner en Malaisie, souvenez-vous, avec Pérez. Et il y a quand même plusieurs courses où les Sauber sont ouvertement candidates, sinon au podium, du moins pas loin. Hein. On l'a encore vu à Hockenheim. Hein. Oui, d'abord, ils ont dessiné une très bonne voiture. James Key a dessiné une très bonne voiture. Mais en début de saison, il part. On ne sait pas encore où. Maintenant, la rumeur le veut chez Toro Rosso. Alors on s'est dit, ils vont couler puisque leur ingénieur concepteur n'est plus là. Eh ben non. Ils ont deux bons pilotes. Pérez, qui est un espoir, qui est le prochain pilote Ferrari, moi je le crois. Et puis chaque fois que Pérez fait une bonne performance, on critique Kobayashi. Mais la course suivante, c'est Kobayashi qui prend le dessus. Donc Kamui, chapeau aussi. Parce que Kamui, il était enterré. Hein. Il était enterré. Il y avait déjà changement de pilote chez Sauber l'année prochaine. Il y avait Kovalainen ou je ne sais qui. Et puis vous avez vu la course qu'il fait à Hockenheim. Voilà, c'est Kamui qui fait quatrième. Kamui, il est capable, effectivement, sur son talent, d'aller chercher une perf, ces fameux dépassements. Les dépassements Banzai, voilà, ça c'est quand même, c'est lui. Hein. Le kamikaze. Cela dit, Kamui, il faut que tout aille bien, il faut que la voiture marche, et alors il est relativement irrésistible. Quand ça ne va pas, il peut se perdre aussi dans les réglages, et c'est un peu son handicap.
Cela dit, Sauber, c'est vrai que la voiture marche et que je pense que dans les Grands Prix d'habitude, la Sauber, elle avait tendance à marcher moins bien en deuxième partie de saison. Là, j'espère qu'ils ont les moyens de continuer à la développer et d'être performants dans la deuxième moitié de saison. Cette Sauber, qui est donc, James Key en a été le concepteur, et c'est intéressant parce que James Key nous permet de faire la transition avec Force India, parce que la Force India, c'est aussi James Key qui l'avait faite, ou en tout cas l'équipe dans laquelle James Key était le directeur technique. Et la Force India, ma foi, elle est pas mal non plus. Hein. Elle est pas mal, elle a quand même un tout petit peu déçu en début de saison. Moi, j'adore les deux pilotes, je crois que ce sont des grands pilotes en devenir, les deux, Di Resta et Hülkenberg, tous les deux capables de faire des perfs extraordinaires. Et Jules Bianchi, le troisième pilote. Et Jules Bianchi qui attend dans les starting blocks, il essaye d'avoir sa chance. Il commence à rouler pas mal le vendredi, donc ça progresse. Ça progresse, donc c'est une chouette équipe, c'est une équipe qui est capable de faire des grandes perfs. Maintenant, on les attend pour la deuxième partie de la saison. Moi, ce qui m'amuse, c'est de les voir de temps en temps devant les Mercedes, souvent se battre avec les Mercedes. Et puis bon, on a quand même un moteur égal. Et les Force India qui chatouillent, qui klaxonnent ou qui dépassent les Mercedes, quand même, ça craint pour Brown et Stuttgart. Et c'est aussi assez cocasse, c'est que à l'époque, quand Vijay Mallya a repris l'écurie, on rigolait un peu de lui et son côté bling-bling et tout ça. Maintenant, l'écurie Force India est une force dans le plateau et ils ont une crédibilité parce qu'ils marchent bien. Tout le monde dit que Mallya est en faillite, que sa compagnie aérienne va entraîner le reste de l'Empire, etc. Et lui, imperturbable, il est là. Et visiblement, il y a le budget pour faire rouler les voitures parce qu'elles roulent pas mal. Alors, James Key, toujours, hein, il était donc chez Force India, il est passé chez Sauber. Curieusement, Sauber s'en est séparé. Moi, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Visiblement, il y a eu quand même un problème d'ordre humain, dirais-je. Il est parti soi-disant pour aller chez Lotus Motorsport ou Lotus Cars, mais enfin tout le monde sait que Lotus est malheureusement en train le château de cartes d'Anibar est malheureusement en train de s'écrouler. Du coup, James Key est annoncé maintenant chez Toro Rosso. Toro Rosso qui en a bien besoin, hein, parce que dans ces teams de milieu de classement, c'est quand même eux qui ont commencé la saison très haut et qui sont à mi-saison très bas. Voilà une déception. Toro Rosso, on s'attendait à ce qu'il soit bien meilleur pendant les essais d'intersaison. Il marchait du tonnerre, on s'attendait à ce qu'il joue en Q3 quasiment chaque fois. Et là, ils sont décevants, ils peinent. Ils ont deux pilotes, des jeunes pilotes très prometteurs, tous les deux, Ricciardo et Vergne. Et ils ont des performances en dents aussi, mais quand on termine 12e, 13e, 14e, on ne marque pas de points. Et donc, pour l'instant, ils sont décevants. C'est vrai. La voiture, malheureusement, on sent qu'en développement, ça ne va pas. Alors Giorgio Ascanelli, qui était le directeur technique de Toro Rosso, a visiblement payé l'addition, parce que chez Red Bull, hein, on prend pas de gants et on n'attend pas 6 mois de trop. Donc voilà, exit Ascanelli, sans doute James Key qui arrive, ça va prendre du temps. Donc je crains que la deuxième demi-saison de Toro Rosso, elle soit déjà condamnée. Le seul intérêt, c'est de suivre les deux pilotes, le développement des deux pilotes. On a vu Ricciardo quand même souvent plus performant que Jean-Éric en qualification, mais on a vu que Jean-Éric Vergne en course est tout à fait à la hauteur et a parfois réussi vraiment des remontées absolument sensationnelles avec des points possibles à la sortie. Le problème de Jean-Éric Vergne, c'est les qualifs. 9 fois sur 10, il est derrière Ricciardo. Oui, il ne passe pas en Q2 même, donc ça c'est voilà, inquiétant. C'est un gros problème parce que si moi je suis un team manager et que je dois en choisir un des deux, je prends le plus rapide des deux. Maintenant, c'est vrai qu'il a montré en course qu'il était solide, qu'il faisait jeu égal avec Ricciardo, des fois même qu'il le devançait. Donc tous les espoirs sont permis. Maintenant, la question est de se poser, ces deux jeunes, ils n'ont pas encore vraiment fait oublier Alguersuari ni Buemi. Donc c'est un investissement que Red Bull fait sur l'avenir et gageons que l'année prochaine, on devra voir vraiment leur potentiel réel à ces deux. Ils ne sont pas au niveau d'expérience d'Alguersuari et Buemi, c'est évident. Maintenant, remplacer ces deux-là pour mettre ces deux-ci, y a-t-il là-dedans un nouveau Vettel? Difficile à dire. Pour l'instant, on en saura un peu plus long dans 10 Grands Prix, c'est-à-dire à la fin de la saison. Bon, Ziv, je ne sais pas ce que tu en penses, moi j'ai très chaud. Moi j'ai soif là. Donc on a soif et il fait très chaud, donc on vous propose, avant de conclure notre bilan du championnat F1 à mi-saison, eh bien nous on va aller faire un petit plouf et on se retrouve pour la prochaine séquence. A tout de suite.